On croit toujours que les monstres ont des crocs, des griffes ou une voix venue d'ailleurs. Mais parfois, le monstre serre vos mains, vous regarde dans les yeux et vous appelle « papa ». En 2011, une famille entière a disparu. Pas envolée, pas partie en voyage, effacée, comme si la maison avait avalé leurs pas. Et au centre de tout ça, un homme. Calme, éduqué, poli. Xavier Dupont de Ligonnès. Certains disent donc qu'il a tout planifié, d'autres affirment que ce n'est pas lui. Mais moi, j'ai vu la maison. Et je peux vous dire une chose, rien n'y était vraiment mort. La maison se trouve à Nantes, dans un quartier calme, presque banal, une rue où les haies sont taillées, où les voisins se saluent en souriant sans vraiment se connaître. Ce genre d'endroit où l'on croit que rien de grave ne peut arriver. La famille Dupont de Ligonnès vivait là depuis plusieurs années. Xavier, le père, Agnès, la mère, et leurs 4 enfants, Arthur, Thomas, Anne et Benoît. Vu de l'extérieur, tout semblait parfait. Une famille catholique, discrète, polie. Pas de disputes dans la rue, pas de cris, pas d'histoire. Mais quand on commence à regarder de plus près, ce qu'on trouve n'a rien de normal. Xavier avait perdu beaucoup d'argent. Ses affaires s'effondraient. Mais il n'en parlait pas. Il continuait à s'habiller en veste de costume, à sourire devant les voisins, à aller à la messe le dimanche. Un homme qui garde tout en lui jusqu'à ce que ça déborde. Agnès, elle, écrivait beaucoup. De longs messages, des prières, des confessions postées sur des forums religieux. On y trouve des phrases troublantes. Elle disait qu'elle avait l'impression d'être entourée d'ombre, qu'un mal pesait sur la maison, qu'elle se sentait observée, même quand elle était seule. Les enfants, eux, vivaient comme n'importe quels adolescents. L'aîné, Arthur, travaillait dans la restauration. Thomas faisait des études de musique. Anne et Benoît allaient encore au lycée. Rien dans leur comportement ne laissait présager la suite. Rien, sauf peut-être une fatigue, une tension silencieuse que même les voisins avaient remarquée. Une voisine dira plus tard « On ne les voyait plus vraiment sourire, c'était comme si quelque chose tournait autour d'eux. » En avril 2011, tout bascule. Les volets se ferment, la boîte aux lettres déborde, les voitures ne bougent plus. Au début, personne ne s'inquiète. On pense à des vacances improvisées, une urgence familiale, n'importe quoi. Jusqu'au jour où certains proches reçoivent une lettre écrite par Xavier. Il y explique que la famille devait partir pour une mission dans le cadre d'un programme secret lié au gouvernement américain et qu'il devait couper tout contact. On pourrait croire à une blague, mais la lettre est sotte. Longue, précise, trop précise. Elle parle de personnes qui n'existent pas, de détails officiels impossibles et d'une injonction claire, ne pas chercher à les joindre. Il y a ceux qui ont cru, ceux qui ont douté et ceux qui ont senti quelque chose de beaucoup plus sombre. Quelques jours plus tard, la police se rend à la maison et c'est là que tout commence vraiment. Quand les policiers arrivent devant la maison, rien ne paraît anormal au premier regard. Les volets sont fermés? Oui. La boîte aux lettres déborde? Oui. Mais dans ce quartier, les familles partent parfois plusieurs semaines. Ce n'est pas un crime. Ce n'est pas une preuve, juste un malaise. Un malaise qui grandit, il frappe, personne ne répond, pas un bruit. Juste ce silence épais, comme s'il collait au mur, comme si la maison retenait son souffle. La première fois, ils repartent. La seconde aussi. C'est seulement après plusieurs appels de proches inquiets et un signalement officiel qu'ils décident d'entrer. La porte n'est pas verrouillée. Elle s'ouvre sans résistance, comme si quelqu'un l'avait laissée ainsi volontairement. À l'intérieur, la maison est rangée, beaucoup trop rangée, pas un objet déplacé, pas de désordre. Même la table du salon semble avoir été essuyée récemment. C'est propre, mais propre comme un endroit qu'on ne vit plus. Propre comme une scène qu'on a effacée. Les policiers avancent doucement, ils montent, descendent, vérifient chaque pièce. Les lits ont tout fait. Les vêtements sont encore dans les armoires. Rien n'indique un départ précipité. Et pourtant, quelque chose cloche. Dans la cuisine, il y a une odeur, pas forte, subtile, une odeur lourde, stagnante, comme si l'air lui-même était fatigué. C'est en descendant dans la terrasse, derrière la maison, que l'un des agents s'arrête. Il remarque le sol. La terre a été retournée récemment, pas sur une grande surface, mais juste assez pour cacher quelque chose. Il creuse et le silence se brise. Sous la terre, il trouve d'abord des couvertures, puis des sacs plastiques, et ensuite des corps, pas un, pas deux, toute la famille, alignée, enveloppée,
comme si on avait voulu qu'ils dorment ensemble, pour toujours. Mais ce n'est pas ça qui va choquer les enquêteurs le plus. Non. Ce qui glace le sang, c'est ce qu'ils trouvent sous les corps. Un petit crucifix, puis un autre, et encore un, des objets religieux soigneusement disposés, comme un rituel, comme une prière faite après l'irréparable. Les visages sont calmes, aucune trace de lutte, aucun cri. Ils n'ont pas essayé de fuir, comme s'ils avaient accepté. Les policiers s'arrêtent, le silence redevient lourd. On entend seulement la pelle racler la terre. Ce soir-là, la nouvelle se répand dans tout le pays. Une famille entière retrouvée enterrée sous sa terrasse. Le seul qui manque, c'est le père, Xavier Dupont de Ligonnès. À partir de ce moment, il n'est plus un homme. Il devient une silhouette, une absence, un vide. Les médias se jettent sur l'affaire. La photo de Xavier apparaît partout, un homme ordinaire, regard doux, cheveux grisonnants, sourire discret. Un homme qui pourrait être votre voisin, votre professeur, votre père. On fouille les comptes bancaires, les mails, les appels, et on retrouve des traces. La veille de la disparition, Xavier avait acheté des sacs de chaux, une pelle, des bâches, des munitions. Tout ça calmement, sans se cacher. Comme si c'était normal, comme si c'était prévu. Mais quelque chose ne colle toujours pas. Dans les jours qui suivent, plusieurs témoins disent avoir vu la famille la vie vivante. Des voisins jurent avoir entendu des pas dans la maison après les dates supposées des meurtres. Certains affirment même avoir vu Agnès dans le jardin, ou les enfants derrière les fenêtres. Mais on sait maintenant qu'à ce moment-là, ils étaient déjà enterrés. Alors qui se déplaçait dans la maison? Qui ouvrait les volets? Qui marchait la nuit? Quand on interroge les voisins, leur voix tremble. Ils parlent d'une silhouette derrière les rideaux, d'une présence lente dans les pièces vides, d'une sensation que quelqu'un les observait quand ils passaient devant la maison. On pourrait croire à des illusions, au choc, au traumatisme. Mais il y a un détail. La nuit, après les meurtres, quelqu'un a continué à nourrir les chiens. Pas vite, pas négligemment, avec soin, comme si la routine devait continuer, même quand la maison était vide, et puis, il y a ce bruit. Rapporté par plusieurs voisins, toujours le même. Un léger déplacement juste après minuit, comme des pas lents, descendant l'escalier, puis remontant, comme si quelqu'un ne voulait pas quitter la maison, comme si quelque chose y était resté. La police suit la trace de Xavier, il le voit dans des hôtels, dans des restaurants, dans des parkings, toujours seul, toujours calme, il ne fuit pas. Il se déplace comme un homme qui marche là où il doit marcher. Puis, soudain, plus rien. La trace se perd, comme s'il s'était évaporé. Pour certains, il est vivant, quelque part, caché, protégé. Pour d'autres, il s'est suicidé le soir même. Dans une forêt, sur une plage, nul ne sait. Moi, ce qui me trouble, ce n'est pas sa disparition. C'est ce qu'un enquêteur a dit un jour à voix basse, quand il croyait que les micros étaient éteints. On n'a jamais trouvé l'arme. Et pourtant, on l'entend encore. Comme un écho, dans la maison. Comme si quelqu'un continuait ce qu'il avait commencé. Et la maison, aujourd'hui, elle a été vendue, réaménagée, repeinte. Mais les voisins disent que certaines nuits, on entend encore les pas. J'ai eu l'occasion d'entrer dans cette maison. Des années après les faits, elle avait été rénovée, repeinte, meublée à neuf. Plus rien ne rappelait en surface ce qui s'y était passé. Mais l'air, lui, n'avait pas changé. C'était comme entrer dans un endroit qui attend encore quelqu'un. La famille qui y vivait désormais m'avait contacté. Ils ne connaissaient pas l'histoire en détail. Ils savaient seulement qu'il y avait eu un drame. Pas plus. La mère me parlait d'une voix basse, comme si la maison pouvait écouter. La nuit, quelqu'un descend l'escalier. On l'entend marcher, lentement, puis il s'arrête, juste devant notre chambre. Elle disait ça sans trembler, comme si elle avait accepté, comme si elle avait déjà compris qu'on ne peut pas discuter avec l'invisible. Son mari, lui, n'en parlait pas. Il évitait le sujet, mais ses yeux racontaient autre chose. Des nuits blanches, des murmures, des portes qu'on retrouve ouvertes alors qu'on les a fermées soi-même. Je me suis rendu dans la chambre du fond, celle qui donnait sur le jardin, là où les corps avaient été enterrés. La pièce était propre, moderne, lumineuse, mais j'ai senti cette chose immédiatement. Une présence. Pas menaçante, pas violente, une présence qui regarde. Comme si quelqu'un était assis dans un coin, en silence, et attendait qu'on parle de lui. La mère m'a suivi. Elle s'est arrêtée sur le seuil, elle n'osait pas entrer.
C'est ici qu'ils se tiennent, a-t-elle murmuré. Il, pas elle. Il. Elle n'avait pas les détails. Elle ne savait pas où on les avait retrouvés. Mais son instinct savait. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai ressenti quelque chose. Pas une sensation ordinaire, pas une peur, une tristesse profonde, comme si l'air se souvenait. J'ai fermé les yeux et là, j'ai entendu. Très faible, mais clair. Des pas, juste derrière moi, lents, mesurés. J'ai cru que la mère était entrée dans la pièce, mais quand je me suis retourné, il n'y avait personne. La maison respirait. Elle respirait comme un corps vivant, avec son souffle, sa mémoire, et puis, un détail m'a frappé. Sur le mur, juste à côté de l'interrupteur, il y avait une trace, presque effacée. Une marque d'ongle, comme si quelqu'un avait posé sa main là, une dernière fois, avant de partir, ou avant d'être emmené. Cette maison n'est pas cette épaille hantée, pas comme on l'imagine dans les histoires. C'est autre chose. Ce n'est pas la famille qui hante l'endroit. Ce n'est pas leur douleur, pas leurs cris. Ce qui reste ici, c'est l'acte. Le moment où quelqu'un, parfaitement conscient, parfaitement calme, a choisi de détruire tout ce qui le définissait. Sa vie, son histoire, son nom. Ce n'est pas la mort qui rôde dans cette maison, c'est l'effacement, la disparition lente, méthodique, pensée, le genre de silence qui vous suit quand vous rentrez chez vous, qui vous parle quand vous éteignez la lumière, qui vous souffle que ce genre de choses peut arriver à n'importe qui, même à moi, même à vous, même à une famille qui souriait sur les photos. Ce soir-là, en quittant la maison, on dit souvent j'ai regardé la fenêtre du pont de Ligonnès et j'ai vu une silhouette, un homme sans trace, sans corps, sans juste une forme. Mais ce n'est pas lui qui hante l'histoire. Ce n'est jamais celui qui part. Ce n'était personne que ce sont ceux qui restent. C'était l'absence, les silences, les lieux, les gestes qu'on répète sans savoir pourquoi. La maison, aujourd'hui, a de nouveaux rires, de nouvelles voix, une nouvelle vie. Mais les murs, eux, se souviennent. Ils se souviennent de la nuit où une famille entière a disparu sans bruit, sans lutte, sans un cri. Comme si le monde avait cligné des yeux et les avait oubliés. On peut repeindre, rénover, changer les meubles, ouvrir les fenêtres. On ne retire pas la trace de quelqu'un qui a cessé d'exister à l'intérieur de lui-même avant de disparaître du monde. Xavier est peut-être en vie, ou peut-être que son corps repose déjà dans un endroit où personne ne le trouvera jamais. Mais ce n'est pas ça la vraie question. La vraie question est comment un père en est arrivé là. Et si quelqu'un, quelque part, en ce moment même, est en train de suivre exactement le même chemin.